Mes chers compatriotes, nous sommes ce soir le 12 juillet 2023. C'est le jour où s'est conclu le sommet de 2 jours, les 11 et 12 juillet, de l'OTAN, qui s'est tenu à Vilnius, capitale de la Lituanie, le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Je crois important de faire une vidéo spéciale sur ce sujet parce que il y a quand même question de choses extraordinairement graves, puisqu'au bout du compte, c'est quand même rien de moins que non seulement la situation en Ukraine qu'il s'agit, mais également la possibilité ou non d'avoir une paix sur le continent européen et éventuellement des déclenchements d'une guerre généralisée avec la Russie qui pourrait déboucher sur une troisième guerre mondiale. C'est dire à quel point l'ensemble des chancelleries du monde entier a regardé ce qui se passait à Vilnius, le sommet des 31 États membres de l'OTAN, et ceci a été regardé évidemment particulièrement par la Russie et puis par les chancelleries occidentales, mais aussi par la Chine, par les pays du BRICS, etc. Alors quel enseignement peut-on tirer ? Je dirais que d'abord il faut rappeler ce que c'est que l'OTAN. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que l'OTAN, et comme vous le savez, j'aime bien faire un petit historique pour bien cadrer les choses. L'OTAN, c'est l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ça a été créé le 4 avril 1949, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et ça a consacré d'une certaine façon la suprématie politique, géopolitique, diplomatique et militaire des États-Unis d'Amérique sur la partie occidentale du continent européen, dont je rappelle, ça nécessite toujours qu'on le rappelle, qu'elle a été attribuée à l'influence américaine, occidentale plus largement, lors des conférences de Téhéran de 1943 qui réunissaient Roosevelt, Churchill et Staline, la première conférence de Téhéran a fixé le principe d'un partage de zones d'influence après la chute de l'Allemagne nazie. La deuxième conférence, la conférence de Yalta, a précisé quel pays tomberait dans quelles escarcelles. Et puis enfin la conférence de Potsdam de 1945, où cette fois-ci Roosevelt étant mort, il était remplacé par Truman, et donc face à Staline et Churchill. J'ai déjà eu l'occasion de vous le rappeler, la France était absente, De Gaulle a été écarté de ces 3 conférences essentielles pour le règlement de la paix après la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Et il a été écarté, non pas par Staline qui aurait bien voulu que De Gaulle représentât la France, non pas non plus d'ailleurs par Churchill qui hébergeait De Gaulle à Londres, mais par les États-Unis d'Amérique qui ont tout fait, absolument tout fait, pour empêcher la France d'apparaître parmi les puissances victorieuses en 1945. Donc l'OTAN a été créée en 1949 et elle est présentée comme une alliance militaire défensive en cas d'attaque de l'étranger. Il y a notamment un fameux article, qui est l'article 5, lequel article précise que si un État de l'Alliance atlantique fait l'objet d'une attaque armée, il est précisé d'une attaque armée, eh bien l'ensemble des États membres de cette alliance doivent se considérer comme étant agressés à l'égal de celui qui a fait l'objet d'une attaque armée, et donc doivent envisager de lui porter secours par tous les moyens appropriés. C'est une clause de solidarité à l'intérieur de l'OTAN. Alors voilà ce que c'est que l'OTAN. Quand j'étais étudiant, et il y a encore énormément de gens qui le croient, on m'avait appris que l'OTAN avait été créée sous la houlette des États-Unis d'Amérique pour répondre à la menace soviétique. Et j'avoue que, ayant 18 ans, 19 ans, je croyais ce que l'on m'enseignait. Et donc j'étais persuadé que l'OTAN avait été créée en effet pour faire face à la menace soviétique de l'URSS de Staline. En réalité, c'est l'inverse qui a été vrai, puisque l'équivalent s'est créé dans le camp socialiste, ça s'est appelé le pacte de Varsovie, qui est le pendant de l'OTAN, sauf que le pacte de Varsovie a été créé en 1953, 4 ans après l'OTAN. Alors que l'on me comprenne bien, lors des 3 conférences dont j'ai parlé tout à l'heure, les États-Unis
et le Royaume-Uni, mais c'était les États-Unis avaient mis la main sur la partie occidentale de l'Europe. L'Union soviétique avait mis la main sur la partie orientale de l'Europe. Quand je dis mettre la main, c'est une formule passe-partout, mais qui mérite d'être précisée. La partie orientale de l'Europe, lorsqu'elle a été confiée par les conférences dont je parlais tout à l'heure à l'influence soviétique, eh bien l'URSS de Staline n'y est pas allée par 4 chemins. Elle a imposé des régimes politiques à sa solde. Si c'était des pays traditionnellement des dictatures, ça n'était pas très compliqué. Pour quelques pays qui avaient été des démocraties, je pense par exemple à la Tchécoslovaquie, créée en 1918, c'était un peu plus compliqué. Et donc l'Union soviétique a avancé ses pions avec des partis communistes ou des partis qui ne portaient pas le nom de communisme mais qui relevaient de l'influence soviétique. Je pense au POUP, par exemple, en Pologne. Et puis, en réalité, ça s'est terminé par des coups d'État et puis l'instauration d'un système de régime, sinon à parti unique, parce qu'il y avait quelques cas comme l'Allemagne de l'Est où il y avait 3 partis politiques, du moins le rôle dirigeant du Parti communiste. Donc la mainmise politique soviétique a été pesante et s'est manifestée sur la partie orientale de l'Europe. Du côté occidental, c'était plus compliqué pour les États-Unis, qui prétendent être une démocratie, respecter le libre débat, la libre confrontation des opinions. Et puis, les États-Unis trouvaient dans leur escarcelle des pays qui étaient des démocraties parmi les plus anciennes du monde, en particulier le Royaume-Uni, la France, l'Italie. Voilà, c'était des pays, les Pays-Bas, etc., c'était des pays démocratiques. Donc c'était plus difficile pour les États-Unis de mettre la main, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ces régimes. Alors comment ont fait les États-Unis? Mais ils ont inventé un principe qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui témoigne d'une finesse d'analyse supérieure à celle de l'ours russe, qui est toujours un peu pâteau. C'est-à-dire que les Américains, utilisant le progrès des sciences cognitives, tout ce qui est programmation neurolinguistique, tous les travaux réalisés sur la séduction, le marketing de la séduction, les travaux d'Edward Bernays, par exemple, avec son livre, vous savez, c'est un neveu de Sigmund Freud qui était passé aux États-Unis, qui a écrit un livre qui s'appelle Propaganda. Donc, selon le fruit de toutes ces réflexions, les États-Unis d'Amérique ont inventé, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une arme absolument décisive pour mettre la main sur les pays, c'est d'agir non pas de façon violente et militaire avec des coups d'État comme ça pouvait être le cas du côté soviétique, mais avec ce qu'on appelle le soft power, un pouvoir doux, c'est-à-dire en fait en agissant sur les esprits. Donc la mainmise américaine sur le continent ouest européen s'est effectuée par toute une série de décisions, de mesures, et qui ont commencé d'ailleurs dès le débarquement. On a vu les soldats américains qui distribuaient des chewing-gums, qui distribuaient des cigarettes américaines, et qui voulaient montrer ce qu'était le American Way of Life. Ça s'est poursuivi avec les accords Bloom-Burns de 1946, où moyennant des fonds versés par le plan Marshall pour aider à la reconstruction des pays de l'Ouest européen, en particulier la France, en échange de cet apport de fonds venus des États-Unis d'Amérique, la France s'est engagée, avec Léon Blum, s'est engagée à ouvrir, je ne sais plus combien, quelque chose comme 145 salles de cinéma à travers la France pour diffuser des films américains. Ce qui était tout à fait nouveau. C'était donc l'entrée en France, pas seulement dans les grandes villes, mais vraiment pour irriguer le territoire national, avec des films américains. Et puis on suivit l'introduction du Coca-Cola, des chewing-gums, la production, les premières chansons américaines, le jazz, etc., etc. Donc l'idée très intelligente, en fait, des États-Unis étant d'influer sur les âmes et de rendre la civilisation américaine, le pays à États-Unis d'Amérique, désirable, souhaitable. C'était une meilleure façon, en fait, de s'assurer la fidélité des pays en question. Voilà, je crois que j'ai à peu près résumé tout ça. Alors, cette alliance qui a été présentée comme une alliance défensive, en fait,
n'a jamais vraiment fonctionné comme ça. Puisque, il n'est pas utile, mais enfin je le répète quand même, c'est qu'en fait, la fameuse attaque attendue, paraît-il, de l'URSS contre le camp occidental, dont on nous rebattait les oreilles dans les années 50, dans les années 60, même encore dans les années 70 du XXe siècle, eh bien cette attaque tant redoutée, d'après les journaux, de l'URSS et du pacte de Varsovie n'a en fait jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu une attaque contre le camp occidental. En revanche, l'OTAN, progressivement, s'est muée en une alliance non pas défensive, mais une alliance offensive pour aller faire régner ce que certains appellent Pax Americana, en latin, c'est-à-dire une paix d'origine américaine correspondante aux intérêts géopolitiques des États-Unis d'Amérique. Et l'on a vu se développer, notamment après l'effondrement de l'URSS, le fait que l'OTAN est devenue, a eu tendance à devenir une espèce de police internationale se saisissant elle-même de sujets qu'elle considérait comme d'intérêt vital pour l'Occident, en réalité pour les États-Unis d'Amérique, et elle estimait qu'il était nécessaire qu'elle intervînt pour faire respecter la démocratie, les droits de l'homme, etc., mais fondamentalement les intérêts nord-américains. Alors on l'a vu notamment intervenir dans les années 90, par exemple dans l'ex-Yougoslavie, on l'a vu en Serbie, on l'a vu en Bosnie. Vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on l'a vu aussi, l'OTAN, intervenir sur des théâtres des théâtres de guerre, comme on dit, c'est-à-dire dans des pays qui ne relevaient plus du tout de l'Europe, ni a fortiori de l'Atlantique Nord. On l'a vu intervenir en Afghanistan. L'Afghanistan n'est pas, que je sache, un pays riverain de l'Atlantique Nord. On l'a vu intervenir également en Libye, en Somalie, au Soudan, en Syrie, en Irak, voilà, un petit peu partout dans la zone même indo-pacifique, enfin, avec une conception de plus en plus extensive de son rôle qui devient en fait une espèce de force de maintien de l'ordre américain sur le monde. Voilà ce qu'est devenu l'OTAN. Alors, le problème, c'est que tout ça coûte de l'argent, que les États-Unis d'Amérique ont vu leurs déficits absolument monstrueux exploser, ce qui ne les dérange pas trop, puisqu'en fait, depuis les accords de Bretton Woods, la monnaie américaine, le dollar, était devenue la principale monnaie du monde. Et même si les accords de Bretton Woods ont été rompus le 15 août 1971 par Nixon, c'est-à-dire que le dollar n'est plus convertible en or à un taux fixe depuis cette date, eh bien, il n'en demeure pas moins que le dollar est resté la principale monnaie de réserve et de règlement, ce qui a permis aux États-Unis d'Amérique de financer leur déficit allègrement. Mais, quand même, il y a toujours une fin au saucisson, et donc il y a quand même régulièrement des experts qui tirent la sonnette d'alarme. Vous avez vu encore ce sketch il y a quelques semaines aux États-Unis d'Amérique avec la Chambre des représentants ou le Sénat qui refusait de voter le déficit prévu par l'État fédéral. Alors ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'on a vu une petite chanson se développer au tournant du millénaire, et de plus en plus les Américains ont demandé aux pays membres de l'OTAN de bien vouloir participer à l'effort de guerre commun. Ils ont fixé une limite qui est minimum. Les États-Unis d'Amérique ont dit qu'ils ne pouvaient pas à eux seuls exercer la protection de l'Europe. C'est la façon dont ils présentent les choses. Et donc, il fallait que tout le monde y mette au pot. Et donc, ils demandaient à ce que chaque État dépense en budget militaire au moins 2% de son produit intérieur brut. Notez bien que les États-Unis d'Amérique présentent toujours ça comme étant l'effort financier consacré par les États-Unis pour protéger les pays d'Europe, alors qu'on en est fort loin. Je vous l'ai dit, ça n'a plus aucun rapport avec ça, enfin plus que de lointains rapports. Lorsque les États-Unis interviennent en Afghanistan, sous couvert de l'OTAN ou en Syrie, on n'en est plus vraiment à vouloir protéger l'Europe, on en est vraiment à la stratégie de domination mondiale et d'impérialisme américain. Il n'en demeure pas moins que cette demande de 2% qui a été fixée, je crois, dans les années 2006,
eh bien, est devenu un caillou dans la chaussure de l'oncle Sam et des pays membres de l'OTAN. Et régulièrement, il y a des crises. On l'avait vu notamment sous Donald Trump, qui avait exigé que tous les pays européens passent à 2% du produit intérieur brut. Les sommets de l'OTAN, ce sont des grands-messes où l'on voit se réunir auprès de l'oncle Sam tous les enfants, les pays vassalisés par l'OTAN qui viennent en fait faire une génuflexion symbolique devant l'oncle Sam et montrer à quel point ils sont des bons élèves. Je rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas que Charles de Gaulle, revenant au pouvoir en 1958, après avoir réglé l'affaire algérienne, s'est préoccupé de ce qui était, selon lui, la plus grave des menaces, qui était l'hégémonie américaine et l'impérialisme américain. Et donc, Charles de Gaulle, en 1966, avait décidé de chasser les soldats et les bases militaires américaines qui étaient présentes en France depuis la Libération et qui avaient été acceptées par le régime de la Quatrième République. Donc en 1966, de Gaulle fait fermer les bases militaires de l'OTAN et il quitte ce que l'on appelle le commandement militaire intégré de l'OTAN, c'est-à-dire là où se prennent les décisions, en disant qu'il restait dans l'alliance. Donc de Gaulle n'a pas fait sortir la France de l'OTAN à l'époque. Il a fait sortir la France du commandement militaire intégré. Et pourquoi ? Parce qu'il estimait que la France devait rester maîtresse de l'emploi des armes dont elle disposait. Il estimait que c'était à la France et à la France seule de décider quelle serait sa stratégie militaire, même si elle pouvait faire partie d'une alliance avec les pays occidentaux, puisque Charles de Gaulle considérait que dans les années 60, la principale menace venait de l'Union soviétique. Alors je dis tout ça parce que c'est fondamental à comprendre. C'est que de Gaulle, pour assurer la souveraineté et l'indépendance nationale, avait donc sorti la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, avait dit qu'il restait dans l'OTAN tant que l'URSS continuait d'exister, mais lorsque l'URSS disparaîtrait, eh bien l'OTAN devrait disparaître. Il l'a dit noir sur blanc, si j'ose dire, à Alain Peyrefitte, qui le rapporte dans les mémoires qui s'appellent « C'était de Gaulle ». De Gaulle dit ça lorsque l'Union soviétique disparaîtra, il faudra que l'OTAN disparaisse. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais en attendant, de Gaulle avait donc décidé d'élaborer une doctrine militaire stratégique fondée sur l'indépendance nationale de la France, fondée sur une défense, comme on appelle erga omnes, c'est-à-dire contre tous les pays du monde, sans nominativement préciser quel était l'ennemi, puisque de Gaulle considérait que tous les États pouvaient être les adversaires de la France, et de Gaulle savait très bien qu'en fait les États-Unis étaient un adversaire beaucoup plus redoutable que l'Union soviétique pour la France, mais il n'osait pas le dire, mais c'est pourtant bien ce qu'il avait à l'esprit. D'où sa stratégie de défense tous azimuts. D'où aussi sa stratégie de bâtir une force nucléaire stratégique, bombe A puis bombe thermonucléaire, bombe H, pour défendre la souveraineté et l'indépendance de la France. Et il voulait une force nucléaire qui ne dépende que de l'Élysée, que de la France. Il ne voulait pas faire ce qu'ont fait les Britanniques, c'est-à-dire en fait placer leurs forces nucléaires sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. De Gaulle avait une réflexion qui est pleine de sens et qui est vraiment très importante pour les moments que nous vivons, puisqu'on voit se reformer la même configuration. De Gaulle disait, parce qu'il y avait des gens à l'époque qui disaient « mais si l'URSS attaque l'Allemagne de l'Ouest ou la France, immédiatement l'OTAN interviendra, les États-Unis déclencheront la guerre nucléaire contre l'Union soviétique ». Et de Gaulle, qui était fin, qui avait de l'expérience et qui savait que la vie n'est jamais tout blanc ou tout noir, c'est un camailleux de gris, de Gaulle savait aussi que lorsqu'on en viendrait éventuellement à de telles extrémités, eh bien, certaines volontés pourraient fléchir. Et en particulier, de Gaulle avait estimé, il l'avait dit, il le dit notamment à Alain Peyrefitte, que si d'aventure les Soviétiques étaient intervenus en Allemagne et en France, de Gaulle disait « je ne suis absolument pas sûr que les Américains, à ce moment-là, au moment fatidique, accepteront d'entrer en guerre contre l'URSS au risque de provoquer
non seulement une apocalypse nucléaire du monde, mais aussi et surtout de faire tuer des dizaines de millions d'Américains vivant en Californie, en Arizona, au Texas, dans le Colorado, le Wyoming, l'Ohio, la Floride, la Virginie occidentale ou l'État de New York. C'était ça que disait De Gaulle. C'est De Gaulle disait « Le théâtre européen est très loin, et s'il y a une guerre, finalement, qu'est-ce qui nous assure que les Américains nous protégeront et qu'est-ce qui nous assure qu'en fait, ils préféreront pas qu'on se débarrasser de l'Europe et puis eux garder leur intégrité et protéger des millions de vies américaines. » C'était la quintessence de ce que pensait De Gaulle. Alors gardez bien ça à l'esprit parce que c'est ce que nous voyons sous nos yeux se reproduire en ce moment. Ce sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius, donc là ces jours-ci, le 11 et le 12 juillet 2023, faisait suite au sommet précédent qui s'était tenu fin juin à Madrid. Et à Madrid, fin juin de l'année dernière, comme d'ailleurs depuis 16 ans auparavant, eh bien, les États de l'OTAN, sermonnés par Washington, s'étaient engagés à augmenter leurs dépenses militaires pour atteindre 2% du produit intérieur brut. Eh bien, là, lors du sommet de Vilnius, les mêmes États se sont de nouveau engagés à atteindre 2% parce qu'en fait, ils n'y sont pas parvenus. Ils ne l'ont pas fait. Plus exactement, le pays qui dépense le plus en pourcentage de son PIB en matière de défense, ce sont les États-Unis d'Amérique eux-mêmes. Le budget de la défense, de la défense américaine est absolument prodigieux, quelque chose du style 850 milliards de dollars, et ce qui représente en gros 3,49%, je crois, du PIB américain. Parmi les autres pays de l'OTAN, eh bien, il y a un seul pays qui dépasse 3%, si j'ai bien vu, à part les États-Unis, c'est la Pologne, qui atteint désormais 3,06% de son PIB en matière de défense. Et puis, il y a le Royaume-Uni qui dépasse 2%. Et puis, tous les autres font moins. En particulier la France, qui était tombée à 1,2, 1,4 sous François Hollande, est remontée progressivement. Et maintenant, la France affiche un taux de 1,9% du PIB, c'est encore inférieur aux 2% demandés, mais c'est également le cas pour l'Allemagne qui, je crois, doit avoir un pourcentage de 1,5%. Alors le premier objet de cette réunion de l'OTAN qui vient de se tenir, eh bien c'est toujours le même. Les États-Unis demandent aux pays européens de payer davantage. Et les pays européens disent oui, on va payer davantage. Et puis en fait, ils ne le font pas ou ils le font en traînant les pieds. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont de très grosses difficultés budgétaires à régler. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils savent très bien que l'OTAN, c'est Washington. En fait, quand on parle de l'OTAN, on ment. L'OTAN, c'est le faux nez. C'est une espèce de faux nez, pour ne pas dire le gouvernement américain. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de signaler que l'on peut sortir de l'OTAN, c'est l'article 13 du traité du 4 avril 1949. Et cet article 13 dit tout simplement qu'un État qui veut sortir de l'OTAN doit en avertir le secrétariat général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui se situe à Washington. Voilà. Donc il est clair qu'en fait, c'est une armée impériale avec une capitale impériale qui s'appelle Washington. La question budgétaire n'était que l'un des aspects du sujet. L'année dernière, il avait été question d'un certain nombre de sujets concernant le réchauffement climatique, concernant ci, concernant ça, mais concernant aussi le soutien à l'Ukraine, puisque je rappelle qu'en juin de l'année dernière à Madrid, ça faisait donc 5 mois que la Russie était intervenue en Ukraine, donc il y avait une coordination des efforts. Et puis il y avait eu aussi la demande formulée par l'OTAN qui proposait à la Suède et à la Finlande, membres de l'Union européenne, d'entrer dans l'OTAN. Ça nécessite là que je fasse aussi une petite explication. Il se trouve que lors de la création de l'OTAN, un certain nombre de pays d'Europe n'ont pas voulu adhérer à l'OTAN. C'était le cas notamment, évidemment, les pays qui étaient du temps du communisme. Eux, ils étaient obligés d'adhérer au pacte de Varsovie à partir de 1953, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a des pays dans l'Europe de l'Ouest qui ont décidé de garder leur neutralité. C'est le cas, bien sûr, de la Suisse, mais la Suisse n'est pas non plus dans l'Union européenne. Mais parmi les pays de l'Union européenne, il y en avait six qui étaient dans l'Union européenne et qui, par ailleurs,
n'étaient pas dans l'OTAN. Il s'agit de l'Irlande, de Malte, de Chypre, de l'Autriche, de la Suède et de la Finlande. Voilà, c'étaient les 6 pays membres de l'Union européenne jusqu'à l'année dernière et qui n'étaient pas membres de l'OTAN parce qu'elles avaient fait le choix, notamment souvent à la demande de leur propre population, de rester en dehors d'un bloc militaire. Alors, en 2022, les États-Unis ont, après des années de travail de l'opinion publique et surtout des milieux politiques en Finlande et en Suède et des médias, les États-Unis, enfin l'OTAN, donc les États-Unis, ont proposé à la Suède et à la Finlande d'adhérer à l'OTAN. Ça, c'était le sommet de Madrid. Le sommet de Vilnius s'est traduit par quoi ? Eh bien, tout le monde sait que la Finlande, entre-temps, a adhéré à l'OTAN. C'était il y a un mois ou deux. Donc la Finlande est devenue le 31e État membre de l'OTAN. Quant à la Suède, son sort est un peu encore incertain puisque pour adhérer à l'OTAN, il faut l'unanimité des États membres de l'OTAN pour l'accepter. À cause notamment de cette clause de solidarité, l'article 5 dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez par un traité à venir en aide militaire à tout État agressé qui fait partie de cette alliance, vous y réfléchissez à 2 fois en vous demandant est-ce que vraiment je suis prêt à faire tuer des millions de mes concitoyens pour venir en aide à tel ou tel nouveau pays qui entrerait. Comme vous le savez sans doute, pour ceux qui suivent ça de près, la Suède n'a pas eu l'unanimité dans un premier temps pour entrer dans l'OTAN. Et notamment, il y a un pays qui a fait obstacle et qui fait toujours un peu obstacle aujourd'hui, qui est la Turquie. Pourquoi la Turquie ? Parce que la Suède est un des pays qui a accueilli le plus de réfugiés kurdes qui réclament la création d'un Kurdistan indépendant, c'est-à-dire toute la partie orientale de l'Anatolie, c'est-à-dire l'est de la Turquie, qui deviendrait indépendant. Ça tombe bien d'ailleurs, puisque c'est l'un des projets de remodelage du Moyen-Orient tel que prévu par les États-Unis d'Amérique. En attendant donc, la Suède a accueilli de très nombreux réfugiés kurdes, favorables à la création d'un Kurdistan, farouchement hostiles aux Turcs et au pouvoir d'Ankara, et dont un certain nombre d'entre eux sont considérés par les autorités turques comme des assassins et des criminels. Donc Erdogan, le président turc, a dit qu'il lèverait son hostilité à l'entrée de la Suède dans l'OTAN si la Suède faisait des efforts et renvoyait chez eux ces réfugiés politiques kurdes. Alors on en était là, et puis les choses se sont précipitées au cours des derniers jours, puisque l'on a appris en définitive que Joe Biden s'était entretenu au téléphone avec Erdogan et que Erdogan avait fait savoir que, finalement, il pourrait lever son opposition à l'entrée de la Suède à condition de pouvoir disposer de F-16 américains, première condition, et deuxième condition, que la Turquie puisse entrer dans l'Union européenne, donc que les États-Unis interviennent pour que la Turquie entre dans l'Union européenne. Ce deuxième point est absolument extraordinaire si vous y réfléchissez bien, parce que ça veut dire que les Turcs ont compris que celui qui décide non seulement de l'entrée dans l'OTAN, mais également de l'entrée dans l'Union européenne, c'est quand même l'oncle Sam. Il faut se pincer pour le croire. Alors, pourquoi est-ce que la Turquie souhaiterait entrer dans l'Union européenne ? Je rappelle que ça fait plus de 30 ans que le processus d'adhésion a été lancé. Il y a une majorité d'États membres de l'Union européenne qui le refusent. Pourquoi ça ? Parce qu'il y a 85 millions d'habitants en Turquie, parce que si la Turquie devenait membre de l'Union européenne à part entière, même s'il y avait un délai de quelques années de mise à niveau, au bout du compte, ça fait quand même 85 millions de Turcs qui pourraient potentiellement quitter la Turquie pour venir s'installer dans d'autres pays de l'Union européenne en vertu du principe de libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace Schengen. Et donc on pourrait avoir plusieurs millions de Turcs venant s'installer en France. On peut donc comprendre que les pays d'Europe occidentale traînent les pieds devant cette perspective, surtout compte tenu de la popularité dont jouit actuellement l'immigration extra-européenne au sein des pays membres de l'Union européenne. Je ne vous fais pas de dessin sur le sujet. Mais ce que cherche en fait Erdogan, c'est, je suppose aussi, bénéficier
de la manne financière que lui verserait l'Union européenne, c'est-à-dire des dizaines de milliards d'euros, des dizaines et des dizaines de milliards d'euros que lui verserait l'Union européenne au nom de la mise à niveau, notamment en matière d'infrastructures, en matière d'état de droit, de normes, de retard industriel, de recherche, d'éducation, etc., etc. Tout ceci financé par des fonds européens. Vous savez qui paye les fonds européens, c'est d'abord et avant tout l'Allemagne, puis la France. C'est-à-dire que l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne se solderait par un risque migratoire colossal en France, de plusieurs millions de Turcs qui potentiellement pourraient venir s'installer en France, mais aussi par des coûts pharaoniques de notre participation financière à l'Union européenne. Alors Erdogan a certainement vu le billet qu'il pouvait prendre, billet dans tous les sens du terme, BIAIS et BI2LET, c'est-à-dire que s'il levait son opposition à l'entrée de la Suède dans l'OTAN, eh bien les États-Unis pourraient imposer aux pays européens l'entrée aurait dans l'Union européenne. J'espère que je suis clair. Alors qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? En fait, on a appris que Erdogan aurait levé sans condition son opposition à la Suède. Alors moi, ça c'est ce qu'on raconte. C'est ce qu'on raconte aux enfants des maternelles. Ça c'est le discours qu'on va entendre sur TF1, sur BFM TV, sur LCI et compagnie. Je n'en crois pas un mot. C'est-à-dire que la réalité doit être beaucoup plus compliquée. Je suppose que Erdogan a fait ce geste en échange de la promesse, d'ailleurs ça a été confirmé dans les heures suivantes, que Biden qui veillerait d'un regard favorable la vente de F-16 à la Turquie. Et puis j'ai noté aussi les propos de Erdogan qui méritent d'être lus à la loupe. Il n'a pas dit qu'il était d'accord et que la Suède allait entrer dans l'OTAN. Il a dit que personnellement, en tant que président turc, il était d'accord à ce que la Suède entre dans l'OTAN et donc d'accord pour que le dossier soit désormais transmis au Parlement d'Ankara, donc à la Chambre des députés turcs, où il n'est pas du tout évident qu'eux seront d'accord, surtout si Erdogan, en ayant dit lui-même qu'il était d'accord, fait savoir par la bande qu'il demande à ses députés d'être contre. Donc ça fait partie de toutes ces entourloupes. Donc le sort de l'entrée de la Suède dans l'OTAN, il est plutôt en bonne voie, mais il n'est toujours pas scellé ce soir. On notera au passage quand même que ce geste de Erdogan est quand même pas très sympathique vis-à-vis de Moscou et vis-à-vis de Poutine, puisqu'on a l'impression que Erdogan passe son temps à jouer la bascule. Un jour, il est du côté de Poutine, il soutient la Russie. Un autre jour, il demande à entrer dans l'Union européenne qui, comme je l'ai déjà expliqué 50 fois et encore au début de cette vidéo, n'est en fait que l'OTAN du continent européen et la face civile d'une même médaille dont l'OTAN est la face militaire, la médaille étant l'asservissement du continent européen aux États-Unis d'Amérique. Donc en fait, Erdogan passe son temps à jouer sur les deux tableaux, ce qui n'est peut-être pas fait pour faire de lui un interlocuteur jugé aussi fiable que cela par Poutine. Il est possible qu'il y ait un petit peu d'eau dans le gaz entre la Turquie et la Russie, mais la Turquie jouit d'un bénéfice colossal, c'est sa position géographique qui possède les détroits du Bosphore et des Dardanelles, le passage de la Méditerranée à la mer Noire. La Turquie est dans un lieu stratégique également, puisque c'est le balcon qui domine l'ensemble du Moyen-Orient. Et donc, on peut estimer que Erdogan essaye de jouer pour obtenir the best of both worlds, comme dit l'expression britannique, c'est-à-dire le meilleur des deux mondes. C'est un fait que tout ça témoigne de beaucoup de cynisme diplomatique, mais qui n'est pas sans habileté. Je note aussi au passage, ça c'est pour les spécialistes, que vous savez que Erdogan a été réélu pour un 4e mandat. C'est un monsieur qui a 70 ans, donc qui commence à être d'un âge mûr. Et il a vu le vent du boulet, puisqu'il n'a été réélu au premier tour quand même, qu'avec 51% des suffrages. Et son principal opposant, finalement, n'est pas passé loin. Or, son principal opposant est très favorable aux États-Unis d'Amérique. Donc il est possible que Erdogan, pour des raisons de politique intérieure, ait jugé nécessaire de corriger un petit peu le tir et que l'affichage qu'il avait montré, la proximité avec Vladimir Poutine, nécessitait d'être peut-être un petit peu contrebalancé par se rapprocher des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne. Mais on arrive au gros morceau de
sommet de l'OTAN à Vilnius, qui était l'entrée ou non de l'Ukraine dans l'OTAN. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. L'essentiel de toute la diplomatie, les exigences, les voyages innombrables ou les téléconférences sans nombre qu'a réalisé Vladimir Zelensky depuis 1 an et demi ont consisté en fait à essayer d'attirer à lui les pays membres de l'OTAN, la coalition militaire américaine de l'OTAN, pour le protéger de la Russie. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et donc Zelensky avait mis le paquet, si l'on peut dire, pour exiger que l'Ukraine entre dans l'OTAN au plus vite, et notamment lors de ce sommet de Vilnius. Il avait tempêté, exigé d'ailleurs qu'on ne respecte pas les procédures habituelles qui nécessitent quand même plusieurs années. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN était promue par la Pologne et par les pays baltes, mais en fait refusée par l'Allemagne, la France et les États-Unis d'Amérique. Et on a vu au cours des dernières semaines M. Macron qui, dans un premier temps, avait refusé l'entrée de l'Ukraine immédiatement dans l'OTAN, d'un seul coup changer de pied et dire qu'il y était favorable. Alors c'est une macronerie comme d'habitude, mais pourquoi est-ce que Macron a-t-il fait ça ? Probablement parce qu'il a su que les États-Unis, eux, diraient non. Ils ont dit non, on ne devrait pas, cette fois-ci, dans l'OTAN. Permettait d'avoir le beau rôle à peu de frais, puisqu'ils savaient que de toute façon, l'Ukraine n'entrerait pas, cette fois-ci, dans l'OTAN. Alors, pourquoi est-ce que ce qui vient de se passer est très important ? Et pourquoi, notamment, ça constitue vraiment une lourde défaite pour Zelensky et quand même une certaine forme de victoire pour la Russie ? Eh bien, tout simplement parce que si Zelensky était parvenu à son but que l'Ukraine devienne tout de suite membre de l'OTAN, on pouvait faire jouer l'article 5 dont je parlais tout à l'heure, et donc l'ensemble des pays membres de l'OTAN, c'est-à-dire 31 États, se seraient sentis immédiatement en devoir d'intervenir militairement contre la Russie. C'eût été la porte ouverte à une conflagration générale et peut-être à la Troisième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Allemagne, qui est toujours beaucoup plus sérieuse que la France, a dit nein, et c'est aussi la raison pour laquelle les Américains ont dit non. Alors ça, c'est intéressant de voir quel est le jeu joué par les États-Unis d'Amérique dans cette affaire. Puisque, en fait, les États-Unis d'Amérique se satisfont très bien de la situation actuelle. La situation actuelle est tout bénéfice pour eux. Je parle d'un point de vue tout à fait cynique. Premièrement, Washington a détruit Nord Stream. Enfin, avec 99,999% de probabilité, on sait que c'est Washington qui a détruit Nord Stream. C'est-à-dire le patron de l'OTAN qui commet un acte de guerre contre deux des principaux alliés de l'OTAN théoriques, qui sont l'Allemagne, la France, mais aussi l'Angleterre, l'Autriche. D'ailleurs, 4 alliés potentiels qui ont été très lourdement victimes de cet acte de guerre. J'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas, mais c'est incroyable que l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l'Autriche n'aient pas protesté officiellement auprès du gouvernement américain en demandant des éclaircissements. En attendant donc, les Américains forcent les pays d'Europe occidentale à couper le lien énergétique entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, forcent les pays d'Europe occidentale à acheter son gaz de schiste 4, 5, 6, 7 fois le prix que ça coûte. Un gaz de schiste qui est produit d'ailleurs dans des conditions de dégradation de l'environnement qui sont considérables. Mais en même temps, tout ceci affaiblit la compétitivité de l'économie européenne. Et on voit d'ailleurs l'économie européenne plonger. Non seulement l'économie française, mais ce qui est nouveau, c'est l'économie allemande. Tout ça est évidemment tout bénéfice pour les entreprises américaines qui voient sans déplaisir leurs concurrents européens, notamment allemands et français, s'effondrer. C'est donc un très grand bénéfice pour les États-Unis. Le deuxième grand bénéfice, c'est que, en réalité, tout ça a été obtenu sans un coup de feu sur le sol américain. Il n'y a pas un seul Américain, il n'y a pas eu un seul soldat américain ou un seul civil américain qui ait été blessé ou tué dans ce qui se passe en Ukraine, sauf bien entendu les volontaires qui se sont engagés pour aller se combattre du côté de l'Ukraine. Il doit y en avoir un certain nombre, quelques-uns. Mais en tout cas, donc, il n'y a pas de mort côté américain. Les États-Unis d'Amérique savent par ailleurs que tout ceci
essaye d'affaiblir la Russie, que tout ceci crée une espèce de conflit de basse intensité, et ceux qui meurent en fait là-dedans, ce sont les Ukrainiens. Donc les États-Unis se frottent les mains de voir que le sale boulot est fait par un peuple et qui accepte de mourir pour les beaux yeux de l'oncle Sam. Et puis, les Américains ne sont pas fous, ils n'ont pas voulu donc faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, donc les Américains se satisfont d'une situation qui malheureusement risque de durer. C'est un scénario que les Américains affectionnent, qui est celui du ni guerre ni paix, c'est-à-dire des espèces de zones grises qui affaiblissent les États-nations. Vous savez qu'il n'y a pas eu de traité de paix entre les deux Corées depuis 1950. On est dans une situation de ni guerre ni paix. Mais on a des exemples beaucoup plus récents de pays, l'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, la Libye, etc., le Soudan, où les États-Unis sont satisfaits de ce que l'on appelle les conflits de basse intensité. C'est-à-dire que l'appareil d'État autrefois puissant s'est désintégré. L'appareil d'État en Irak ou en Afghanistan ou en Libye est quasi devenu inexistant, ce qui favorise les trafics en tout genre de personnes, avec éventuellement à se faire et des milliards de dollars, que ce soit du trafic d'armes, que ce soit du trafic de personnes, avec éventuellement des trafics pour la prostitution, voire la pédocriminalité, voire aussi du trafic d'opium, du trafic de drogue, voire du trafic d'œuvres d'art, voire des trafics financiers, des trafics d'armes. Tout ceci a proliféré en Irak, en Afghanistan, au Soudan, en Somalie, en Libye et maintenant en Ukraine. Et tout ceci, derrière tout ça, il y a des marchands qui se font énormément d'argent dans l'entourage de Biden lui-même, puisque son fils, Hunter Biden, est quand même aux premières loges et soupçonné de manœuvres de corruption absolument générales. Il a reçu des millions de dollars. Joseph Biden lui-même aussi a reçu notamment de l'entreprise pétrolière ukrainienne Burisma. Donc, cette espèce de pourrissement, cette espèce de zone grise avec un État qui est évanescent, en définitive, c'est très désagréable pour l'esprit de penser qu'un État qui autrefois existait avec une police, une gendarmerie, avec des écoles, des collèges, des hôpitaux, avec des infrastructures routières, avec des services fiscaux, des services des finances, une agriculture, une industrie, des ministères compétents. Tout ceci, en fait, s'est réduit comme peau de chagrin pour avoir le règne de l'anarchie et des seigneurs de la guerre. C'est ce qui convient aux États-Unis. On peut donc dire que dans cette affaire, les États-Unis sortent gagnants. La Russie ne sort pas perdante. Je suis persuadé que ce soir, le gouvernement de Moscou est quand même plutôt satisfait parce qu'il a pu constater la déconfiture, autant quand les conditions seront réunies. C'était dit à Zelensky, c'est que l'Ukraine entrera dans l'OTAN quand les conditions seront réunies. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas qui fixera l'examen des conditions réunies. Et donc il suffisait de voir les photos de ce sommet de Vilnius pour voir que M. Zelensky faisait quand même triste mine. Que dire par ailleurs des autres comparses ? Eh bien, les États d'Europe, de l'Union européenne sont apparus plus que jamais. C'est un monde en déroute, c'est un monde finissant. C'est presque pire finalement que l'Ukraine. Pourquoi je dis ça ? Parce que d'abord, on a vu que ce sont les États-Unis qui décident de tout. Biden a téléphoné, je le disais tout à l'heure, à Erdogan 24 heures avant de faire le déplacement. Quand il a fait le déplacement, il s'est arrêté à Londres pour s'entretenir avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak, qui est le principal soutien, le premier soutien militaire à l'OTAN appareil des États-Unis. Et puis après ça, il a pris la direction de Vilnius. On notera au passage que le président des États-Unis d'Amérique n'éprouve plus le besoin, depuis maintenant belle lurette, de faire une escale à Paris. La France est considérée comme un béni-oui-oui désormais, comme une serpillière, comme une larve sur laquelle on peut s'essuyer les pieds impunément. D'ailleurs,
Macron rajoute dans le scénario, vous savez, il y a quelque chose d'absolument misérable dans la conduite de Macron. La servilité dont il témoigne est affolante. Il a été l'un des très rares, très très rares chefs d'État et de gouvernement à se rendre à ce sommet de l'OTAN avec son conjoint, avec Madame Brigitte Macron. À part lui, il y a eu simplement le président Zelensky avec sa femme, et puis Erdogan qui est venu aussi avec sa femme. Dans un cas comme dans l'autre, c'est pas d'ailleurs des modèles de démocratie. Enfin, Madame von der Leyen est venue sans son mari. Monsieur Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, est venu sans sa femme, qui est une indienne extrêmement riche. Monsieur Olaf Scholz est venu sans madame. On voyait aussi Madame Kallas, la première ministre estonienne, qui est venue sans son mari. On a vu Justin Trudeau qui est venu sans sa femme. C'est d'ailleurs assez normal. Il ne s'agissait pas d'un dîner de gala à l'opéra. Il s'agissait non pas d'une réunion annuelle avec les flonflons au sein de l'Union européenne. Il s'agit d'un sommet de l'OTAN pour traiter de la paix et de la guerre. C'est quand même très très grave. L'idée même que Brigitte Macron se soit dit qu'elle avait sa place pour venir, et l'idée que son mari ne lui ait pas dit non, là il faut rester à la maison, là on va parler quand même de choses très très graves, il n'y a que les titulaires qui doivent être là, ça montre à quel point en fait la France est dirigée par un couple complètement à côté de la plaque et complètement irresponsable. On en a eu une nouvelle preuve d'ailleurs lorsque Macron a fait un discours, à vrai dire, hallucinant, où il soulignait la fragilité militaire de la Russie. Il disait la Russie est en train de montrer sa fragilité militaire. Mais surtout parce qu'au-delà des efforts déjà faits et que nous renforçons, nous offrons aujourd'hui un signe clair de pérennité de notre soutien à l'Ukraine. Et je pense que c'est un point extrêmement important. La Russie est fragile, militairement et politiquement, plus que d'aucuns ne le disaient, et notre soutien à l'Ukraine est durable, plus que d'aucuns ne le pensaient. Il faut quand même. Je voudrais rappeler à ceux qui disent oui, quand même la Russie n'arrive pas à avancer. Je voudrais leur rappeler que la Russie, elle a peut-être un petit peu d'armes iraniennes, des drones iraniens, et un petit peu de soutien logistique, quoi que ça reste à démontrer, de la Turquie, de la Chine et de la Corée du Nord. Mais enfin, fondamentalement, la Russie, c'est la Russie. Elle se bat toute seule ou avec éventuellement une milice venue d'Asie centrale. Mais c'est pas. Et éventuellement l'appui des combattants tchétchènes venus d'Asie centrale. Mais c'est tout. Elle se bat, la Russie, sur un front qui fait 1200 km de long, c'est-à-dire à peu près la distance de Lille à Marseille. C'est énorme comme front. Et elle se bat face à une coalition, face au pays, non face à l'Ukraine bien sûr, mais face derrière l'Ukraine, il y a le soutien de l'OTAN. L'OTAN qui compte 31 pays membres. Alors ceux qui, comme Macron qui dit que le conflit révèle la faiblesse militaire de la Russie, mais qu'est-ce qui se passerait en France si la France était confrontée à un front de 1200 km, par exemple, de Lille à Marseille, et si les armées françaises devaient défendre les 1200 km toutes seules face à une coalition de 31 États, dont la principale puissance militaire mondiale, les États-Unis d'Amérique? J'aimerais savoir, ou plus exactement non, j'aimerais pas savoir. On sait très bien ce qui se passerait. La défense française ne tiendrait pas 48 heures. Ça serait ce qui s'est passé en 1940 face aux hordes du général nazi Guderian, mais à la puissance 1000. Autant dire que la Russie fait preuve en la matière d'une très solide fermeté et résistance. D'ailleurs, elle possède toujours 17% du territoire, que la contre-offensive ukrainienne, en fait, n'a pas marché, ça a fait long feu, et il se révèle, parce qu'il est difficile de voir dans nos médias se trier le bon grain de l'ivraie, mais il semble bien que les fameuses armes mirobolantes que l'Occident offrait à l'Ukraine, eh bien, se sont toutes évaporées dans l'atmosphère. Enfin, j'ai pas rêvé quand même. Comme moi, vous avez entendu qu'il a été question de livrer des canons César, qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Alors il y en a eu qui ont été tirés, on sait qu'il y en a qui ont été détruits par les Russes,
Mais au bout du compte, il n'y a pas. Les Russes sont toujours présents au même endroit. Ils ont d'ailleurs construit tout au long du Donbass des tranchées redoutables, 6 rangs de tranchées avec des mines qui, en fait, ont empêché la contre-offensive ukrainienne de se dérouler. On n'avait pas parlé que des canons César. On a parlé du fait que la France envoyait des engins blindés AMX-10, que les Ukrainiens ont vite fait de rapatrier à l'arrière-plan, puisqu'ils les avaient envoyés au front. Ils se faisaient descendre parce que le blindage est très insuffisant par rapport aux armes russes. On a parlé du missile longue portée britannique, qui, semble-t-il, ne donne pas les effets escomptés. Il paraît qu'ils ont été tous démolis. C'est peut-être la raison pour laquelle Macron a annoncé comme ça, lors de ce sommet de l'OTAN, qu'il allait envoyer une vingtaine de missiles Scalp, donc à longue portée français, à Zelensky. Je rappelle qu'un missile coûte 850 000 €, que 20, ça fait donc 17 millions d'euros sur le budget des contribuables. Tout ça pour tirer 20 missiles, dont d'ailleurs il n'est pas sûr qu'ils arriveront à leur terme, puisqu'il semble que les Russes soient assez confiants que leur système de missiles antimissiles en fera de la charpie comme ils l'ont fait pour les missiles britanniques. Je rappelle aussi les chars Léopard, les missiles HIMARS, les chars... on parle aussi des F-16 américains, mais en fait, on ne sait pas s'ils ont été livrés. En fait, non. En fait, on a commencé la formation des pilotes de F-16, en fait, etc., etc. Au bout du compte, depuis maintenant 1 an et demi que l'opération militaire a été faite par la Russie, certains veulent nous faire croire que c'est la catastrophe générale. Ce sont les mêmes qui ont voulu nous faire croire que Poutine était gorgé de 7, 8, 10 cancers à tous les étages de sa propre personne. On a eu droit à tout, mais en fait, Poutine, il est toujours là. On nous avait expliqué que l'affaire Prigojine, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on a vu défiler les experts pour nous expliquer que le régime de Poutine, c'était la fin des haricots et que Poutine n'en avait plus que pour quelques jours. On nous a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Poutine est toujours là. Il s'est même payé le luxe de recevoir et de discuter le coup avec le fameux Prigojine, dont il se révèle en fait que c'était plutôt un mouvement d'humeur qu'il avait eu, et que ça avait permis, Poutine l'avait entraîné à la faute, comme je l'avais analysé dans ma vidéo d'ailleurs, et que donc Poutine a réussi en fait à neutraliser cette puissance un peu inquiétante que représentait Prigojine, qui est un peu l'équivalent de ce que, sous la Renaissance italienne, on appelait un condottiere, c'est-à-dire un chef de mercenaires et qui se vend au plus offrant. En attendant, le régime russe, il est toujours là. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce sommet de l'OTAN, qui se solde donc par, en fait, pas grand-chose. Si on regarde bien la situation, il n'y a pas grand-chose de nouveau en définitive, si ce n'est que, il est acté que la Finlande maintenant est membre de l'OTAN, que la Suède, ça avance, mais ça n'est toujours pas fait, que l'Ukraine s'est reportée aux calendes, et que les pays d'Europe se sont engagés pour la énième fois depuis 17 ans à augmenter leur budget militaire pour atteindre les 2%. Voilà en gros le truc. On a quand même gagné un point, c'est que la perspective d'une guerre nucléaire, une troisième guerre mondiale, tend quand même à s'éloigner parce que l'on voit que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas titiller l'ours russe trop loin. Ils sont à la limite. Washington a compris que si on faisait entrer l'Ukraine dans l'OTAN, ça risquait vraiment de dégénérer à ce moment-là. Donc on est dans un équilibre certes instable, mais quand même un équilibre qui peut ouvrir la voie à une situation de conflit larvé qui peut durer comme ça pendant encore des mois ou sinon des années. Je ne voudrais pas conclure cette vidéo sans souligner quand même que l'Union européenne apparaît là-dedans comme vraiment le jouet des événements. C'est presque pire, je le disais tout à l'heure, que Zelensky. Elle n'a d'idée sur rien. Elle se fait balloter dans tous les sens. Elle acquiesce à tout ce que proposent les États-Unis d'Amérique. On se pince d'ailleurs quand on voit que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, participe à ce sommet de l'OTAN. On serait dans un pays normalement dirigé, même dirigé par quelqu'un de favorable à l'Union européenne,
Normalement, la France aurait dû mettre son veto absolu à la participation de Mme von der Leyen, comme d'ailleurs de M. Charles Michel, qui sont des fonctionnaires de la Commission européenne. Depuis quand est-ce qu'on fait participer des fonctionnaires élus par absolument personne, qui ne sont investis d'aucun pouvoir en la matière par les traités européens, en vertu de quoi on les fait participer à des négociations militaires parmi les plus stratégiques de la planète? C'est proprement ahurissant. Ce que je note aussi s'agissant de l'Union européenne, c'est que, au même moment, on a appris d'autres informations qui montrent l'avilissement incroyable de l'Union européenne. Il y a deux informations qui se sont télescopées au même moment. La première, c'est que l'Union européenne, par la bouche de Mme von der Leyen, a fait une troisième proposition pour un traité fixant les règlements des transferts de données transatlantiques. Il s'agit de transférer des données sur des particuliers qui pourraient être amenés à circuler et à aller aux États-Unis. Alors, quand vous lisez un article sur ce sujet, il faut regarder à la loupe parce que ça n'est pas toujours très bien précisé. On parle de transfert de données transatlantiques. C'est pas exactement de ça qu'il s'agit. C'est pas un transfert dans les deux sens, c'est un transfert dans un seul sens. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique exigent que les pays d'Europe leur transfèrent des quantités d'informations sur leurs propres citoyens, au motif de la lutte contre le terrorisme et j'en passe et des pires. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que la Commission européenne propose des traités pour réglementer la qualité, la quantité d'informations sur des citoyens des pays relevant de l'Union européenne qui vont être transmis à l'oncle Sam. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas la réciproque? D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on transfère des informations à des pays souverains? Transmettraient-ils des informations sur leurs propres citoyens aux États-Unis d'Amérique? Quand on prend ce dossier en main, les bras vous en tombent, mais confirme à quel point on est dans une situation de vassalité extraordinaire. Et puis, nouvel incident en la matière qui est intervenu le même jour, on a appris ça aujourd'hui d'ailleurs, le 12 juillet 2023, eh bien c'est que la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a décidé de recruter à partir du 1er septembre de cette année, à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne, c'est quasiment la direction la plus importante de la Commission européenne, c'est celle qui règle le droit de la concurrence, qui s'occupe des attaques contre telle ou telle société en situation de monopole, comme Google, comme Amazon. Donc c'est une organisation extrêmement lourde. Ça fixe aussi les principes de concurrence au sein du marché européen. Alors le directeur général de cette commission, de cette direction, eh bien un économiste qui a un rôle traditionnellement extrêmement important, spécialiste du droit de la concurrence, eh bien on a appris aujourd'hui, 12 juillet 2023, que la Commission européenne n'a pas trouvé mieux comme économiste, comme poste stratégique, dans la direction la plus stratégique de la Commission européenne, la direction de la concurrence, notamment pour lutter contre les monopoles américains, eh bien, la Commission européenne n'a pas trouvé mieux que de nommer au poste d'économiste en chef de cette direction, eh bien, une Américaine qui s'appelle Madame Fiona, c'est son prénom, Scott Morton, qui a 53 ans, quelque chose comme ça, qui a eu des responsabilités éminentes de droit de la concurrence aux États-Unis, proche d'Obama, qui a travaillé pour Amazon, pour les GAFAM, comme on dit, Google, Amazon, etc. Et donc c'est cette dame, cette Américaine, qui va notamment intervenir pour dire ce qu'il faut faire pour lutter contre la tentative de monopole des sociétés américaines. Alors il y a des ONG qui ont commencé à se scandaliser, c'est incroyable, c'est absolument hallucinant. Enfin, comment est-il possible qu'un groupe de pays, de 27 pays qui représentent 405 millions d'habitants, on ne soit pas capable de trouver un économiste ou une économiste
qui pourrait être, je ne sais pas quoi, moi, luxembourgeoise, grecque, croate, danoise, finlandaise, ou pourquoi pas même un Français, et qui on a besoin d'avoir recours à une économiste américaine qui a travaillé sur ces sujets, qui connaît comme sa poche les sociétés américaines en question, et qui évidemment sera suspecte de conflits d'intérêts absolument majeurs. Voilà, tout ça n'est pas raisonnable. Je m'arrêterai là. On voit, chaque jour, c'est assez fascinant d'ailleurs de voir l'effondrement brutal, en fait, qui est en train d'arriver de l'Union européenne. Maintenant, tous les masques sont tombés, le rimel a coulé, le mascara est tombé, toute la poudre, tout, voilà. On a affaire, en fait, à tout le maquillage qui est tombé. Et on assiste à quoi? On assiste à des pays de l'Union européenne qui sont comme des toutous en train d'aboyer derrière leur chef lors du sommet de l'OTAN, qui sont des toutous qui, au coup de sifflet de leur chef, transmettent à leur chef toutes les données de tous les citoyens, et puis des toutous qui, comme leur chef dit « moi je veux que ce soit une Américaine qui s'occupe des dossiers de la concurrence », eh bien nomme une Américaine. Incroyable. J'aimerais voir ce qui se passerait aux États-Unis si, par exemple, on nommait une Européenne comme économiste ou comme gardien en chef du droit de la concurrence aux États-Unis pour lutter contre les entreprises européennes. J'aimerais voir ça. Bon, voilà. Donc, autrement dit, ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin. Il n'y a plus ni cœur, ni honneur. Il n'y a plus de vergogne, comme on dit. Il n'y a plus de honte. En fait, l'Union européenne, c'est devenu un ramassis de traîtres qui sont uniquement motivés par la soumission aux États-Unis et l'argent que ça leur rapporte. Il est un grand temps d'envoyer tout ça balader. Vous le savez, je l'ai dit, nous allons faire une campagne pour les élections européennes qui expliquera aux Français. Nous serons la seule liste qui expliquera aux Français ce qu'est la construction européenne et qui expliqueront notamment aux Français le rôle des États-Unis d'Amérique dans toute cette opération. Voilà. Et on en tirera les conséquences dans le programme que présentera cette liste. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a intéressé, vous cliquez j'aime, vous la faites circuler, ça c'est pour le référencement. Mais n'oubliez pas non plus, parce que certains dans mon entourage me reprochent de ne pas suffisamment en parler, nous sommes comme les autres, hein. C'est-à-dire que nous avons quand même besoin d'argent pour fonctionner. Hein, je vois qu'il y a certains qui demandent de l'argent à chaque vidéo qu'ils publient. Il y a la moitié du temps qui est passé à réclamer de l'argent. Ça n'est pas notre cas, mais quand même, je voudrais le faire ici. N'oubliez pas d'adhérer, de faire un don. Toutes les vidéos que l'on fait vous sont données gratuitement. Alors c'est à vous maintenant, en votre âme et conscience, de nous aider à faire fonctionner UPR TV et l'UPR. Merci beaucoup et à très bientôt. Et vive la République et vive la France.